faut arrêter avec cette vision entre guillemets communiste et de faire croire que tout le monde est au SMIC. Je fais un constat, c'est que quand il y a un salon, par exemple au Méridien d'Oran, c'est hyper compliqué de trouver une chambre. Quand on veut importer un produit pour de la revente en l'état, d'accord, il faut passer par un organisme qui s'appelle Algex. Cet organisme, il va attribuer des quotas, ou pas. Beaucoup veulent se lancer et veulent arriver avec très peu de, comme tu disais, de savoir-faire. Vu la population en Algérie et vu la consommation de canettes en Algérie, ça reste un marché qui est énorme. Tu fais l'opportunité, tu as le marché qui est devant toi et tout, il y a tout ce qu'il faut. Tu n'as plus qu'à investir et produire. Donc c'est très simple en fait d'être producteur parce qu'il y a des facilitations pour avoir un terrain industriel avec l'AMPI qui a été lancé il n'y a pas longtemps. Ce sera un carton quoi. Ah, moi je suis client, vas-y. Ah moi bon, pareil. Pareil. Salam Monsieur Miloud. Salam Monsieur Fodji. Bienvenue à toi, ça fait plaisir de te revoir. Ouais. Pas pareil. On avait fait un épisode il y a un petit moment qui a été beaucoup apprécié. Ouais. Et donc là l'idée c'était de souvent nous soumettre, et à toi également, des idées de business. Et l'idée, ce serait justement d'en discuter, de voir un peu toi, avec toute ton expérience ici en Algérie en tant qu'entrepreneur, ce que tu en pensais de ces différentes idées de business. D'accord. Bah, juste une petite introduction par rapport à ça. Ouais. Je ne suis pas un expert de tout, d'accord. Donc là, mes réponses, c'est vraiment du feeling, d'accord. Donc ça veut dire que c'est des manques que j'aurais vus, en gros, dans ma vie de tous les jours. Tu vois, et qui pour moi, et j'en ai évidemment parlé avec d'autres personnes, et qui pour moi serait, je pense que c'est des créneaux à explorer un peu plus profondément. Après, idée de business, ça veut dire que derrière ça, il faut creuser avec un business plan, etc., pour voir si c'est faisable, si c'est compliqué, quel est l'état de la concurrence, etc. Voilà. Ouais. Bah, tu fais très bien en fait de préciser ça, parce que très clairement, l'idée ne fait pas en fait un business, c'est souvent l'exécution derrière, tu vois. Et on a vraiment tendance très souvent à mettre beaucoup plus tu vois, de focus et d'attention sur l'idée plus que sur l'exécution, alors qu'en réalité la même idée faite par 10 personnes différentes, tu as 10 business différents quoi. Et l'exécution peut être différente, que ce soit en France, en Algérie, etc. Donc c'est pas parce que ça marche ailleurs que ça marchera ici. Donc c'est pas si simple que ça quoi. Ouais. Alors justement, moi je voudrais commencer par une première remarque et après on va partir sur les différents concepts et différentes idées de business. Je voudrais commencer par une première remarque que moi je me suis faite ici en Algérie, donc ça fait à peu près maintenant bientôt un an que je suis présent. Et ce que je me suis dit, parce que pareil, j'ai eu aussi pas mal, j'ai été souvent sollicité, qu'est-ce que tu en penses de cette idée, et celle-là, et celle-ci, ainsi de suite. Et moi j'ai eu cette impression-là, après tu me diras ce que tu en penses, c'est que tu vois, dans les pays qui sont souvent développés, tu as une forte concurrence, voire dans certains pays, tu as trop de concurrence. Donc du coup, le but du jeu, presque, est d'arriver à trouver un petit espace de terrain qui est exploitable. En gros, parce que comme tu as tout le monde qui est là, entre les mastodontes qui raflent le gros du business, la législation, la fiscalité, le machin, les miettes qui restent, on se les partage. Et donc, le but du jeu, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui est exploitable, qui est porteur. Et moi, j'ai trouvé qu'en Algérie, en fait, le concept, la réflexion, c'est pas tant est-ce que ça marcherait ou ça marcherait pas. Tellement, et en fait, il y a tellement de choses à faire, mais plus quel est le business où, avec les différentes contraintes auxquelles je dois faire face sur le marché local en Algérie, tu vois, me paraît être le plus idéal par rapport à mes capacités et à ce que je veux faire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. Par contre, je pense qu'on se fait des fois des fausses idées sur certains secteurs. Par exemple, si je prends un exemple, l'agroalimentaire, l'industrie des boissons gazeuses en Algérie, c'est archi concurrentiel. Il y a une marque dans chaque wilaya, il y a une marque différente presque de boissons, etc. Quand on rentre dans un supermarché, il n'y a pas une boisson qui est fabriquée à l'étranger. Il y a le Orangina d'ici, il y a le Coca d'ici, il y a le Hamoud, il y a la machin. Et ça reste concurrentiel. Après, c'est des marchés où la différenciation, elle va être soit sur le produit, et là c'est difficile parce que tous les gros sont là en fait, ou alors soit sur justement, comme on parlait tout à l'heure, c'est l'exécution en fait. Je sais que par exemple, un des différenciateurs, c'est le distributeur, quel crédit il va avoir, crédit financier, en fait, quelle ligne de crédit il va avoir de son fournisseur, et que ça joue beaucoup. Donc il y a certes effectivement beaucoup de choses à développer, d'accord, mais il y a des secteurs qui sont quand même très concurrentiels. On peut se faire une place,
mais ça devient une question de positionnement, une question de gestion, d'organisation, de gestion des coûts, etc. Oui, je suis d'accord. Mais après, c'est vrai que le business de la boisson, du soda, là, pour le coup, s'il y a vraiment un business, et on est bien placé pour le savoir avec Hamoud depuis 1878, qui est une marque phare en Algérie. Plus vieux que Coca-Cola déjà. Ah oui, exact, tout à fait. Plus vieux que Coca-Cola, absolument. Là, pour le coup, c'est vrai que sur ce créneau-là, par contre, c'est... mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres encore. Il y a d'autres créneaux qui sont archi saturés. Les pâtes, les semoules, les trucs comme ça. Dans l'alimentaire, il y en a énormément. Ils ont boosté. C'est vrai. Non, c'est bien parce que tu vois, premier contre-exemple un peu en termes d'idées. Mais il y a encore de la place. Selon le positionnement. Voilà, si je fais des pâtes un peu avec des goûts, des machins et tout, oui, je vais rentrer dans un marché où, en fait, il n'y a pas grand monde, quoi. Les pâtes, je sais pas moi, les pâtes aromatisées, les trucs, tomates, épinards, machin. Enfin, je connais pas bien le secteur, mais je pense que, en fait, il y a des choses à faire. On peut innover dans ce secteur-là. Mais c'est vrai ce que tu dis sur l'alimentaire. Très clairement, par exemple, on commence vraiment par un peu une contre-idée, dans le sens où, et tant mieux pour nous consommateurs sur ce sujet-là, ça s'est nettement amélioré. J'ai été très surpris de voir des produits très très qualitatifs au niveau alimentaire. Tu vois, le chocolat Moments, on en avait parlé, tout un tas de produits, même de biscuits, et ainsi de suite, où on te les pose pour avoir voyagé à l'étranger, et toi également. Il y a plein de trucs, tu vois, qu'on ne retrouve pas. Apparemment en Turquie, il y a énormément de produits de ce niveau de qualité que je ne trouvais pas localement, tu vois. Et là, c'est des marques algériennes. Ah, c'est vrai. Donc sur ça, carrément, moi, depuis les 7 ans que je suis là, il y a un changement radical. Sur, déjà, je rentre dans une supérette maintenant, il n'y a que des produits locaux, pratiquement, à part les grandes marques genre M&M's et tout, qui ont même leur concurrent local maintenant, qui est vraiment pas dégueulasse, qui s'appelle, je sais plus, c'est Cool machin, d'accord, qui est vraiment pas des bons, ils ont une forme bizarre, mais elles sont bonnes. Donc vraiment, ça s'est énormément développé, que ce soit avant, on essayait de copier le visuel, ce que c'était, etc. Maintenant, c'est vraiment le goût du produit qui est vraiment bon, et on n'a plus rien à envier à des M&M's qui coûtent 5 fois plus cher, quoi. Absolument. Donc il y a eu un gros développement, et je pense que ça va encore continuer, quoi. Tant mieux. Super. Alors, donc on a commencé déjà sur ce un contre-exemple. Donc là, on va commencer avec une de tes spécialités, toi qui es spécialisé dans la production d'éclairage. L'idée de, je veux fabriquer un produit quelconque, quel qu'il soit, en Algérie. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as même des idées éventuellement sur des exemples concrets, ainsi de suite? Alors, la première chose, c'est bien évidemment d'identifier le produit, d'accord? Alors, moi, le conseil que j'aurais, et ça s'applique à peu près à tout, quoi, c'est qu'il ne suffit pas de se dire, je vais fabriquer des verres parce qu'il n'y a personne qui fait ça. Non, il y a beaucoup de personnes qui fabriquent de la porcelaine ou des trucs comme ça. Le truc, c'est que ce qui est important, c'est d'apporter on va dire un savoir-faire, d'accord? Ça, c'est primordial. Parce que n'importe qui en Algérie, il y a beaucoup d'industriels qui ont de l'argent, peut aller acheter une ligne de production de n'importe quoi, de gâteaux, de je ne sais quoi, la ramener ici. C'est très facile à importer, une ligne de production. Entre guillemets, d'appuyer sur un bouton, de recruter des gens, et ça va me sortir, de mettre un peu de fond de roulement, et ça va me sortir des gaufrettes. D'accord? Donc ça, tout le monde sait faire. J'ai un exemple avec le dentifrice, une personne que je connais qui s'est mis dans le dentifrice, ligne de production, quelques formules, machin, etc. Et je fabrique du dentifrice. Donc c'est très simple en fait d'être producteur, parce qu'il y a des facilitations pour avoir un terrain industriel avec l'AMPI qui a été lancé il n'y a pas longtemps. C'est un process de 3 mois. En fait, en 3 mois, on a un livret foncier avec un terrain qui est hypothécable. Et c'est des engagements, ça se fait sur Internet également. Donc tout est vraiment facilité. Parce que je crois que l'AMPI, c'était il y a quelques secteurs très bien ciblés, industriel, tourisme, agriculture. C'est tout ce qui est investissement en fait. Donc on n'a même pas besoin d'être fabricant en fait, effectivement, c'est très large. D'accord. Mais on peut avoir une concession. Je conseille d'avoir des concessions en dehors d'Alger en général, c'est beaucoup plus simple. De demander une concession, sous 3 mois d'avoir une concession. Ce que tu entends par ce que tu appelles concession, c'est un terrain dans une zone industrielle, d'accord, dans lequel on va pouvoir avoir son unité de production
On peut aussi louer, hein, si on ne veut pas construire un bâti, etc. Louer un hangar, ça coûtera quand même un peu cher. Mais bon, il y a les options. Importer une ligne de production ou des équipements pour la production, c'est très simple. C'est très très simple. Il suffit juste d'être bien entouré et bien conseillé, d'accord ? Mais pas de problème, douane, etc. Il faut juste faire les choses proprement. D'accord. Et puis ensuite, trouver des employés, donc un endroit où il y a des demandeurs d'emploi, etc. Donc ça, c'est assez simple. Ce qui est compliqué après, c'est en gros mettre un savoir-faire, choisir quel type de produit je vais produire. Si je produis par exemple quelque chose de commun, des vis et des clous, d'accord, la valeur ajoutée elle n'est pas fantastique, le savoir-faire il n'est pas énorme, d'accord. Donc voilà, c'est pas une super idée, je dirais. Par contre, si on produit un produit un peu technique, ça peut être, je sais pas moi, des pièces spécifiques pour un secteur qui marche bien. Tiens, j'avais pris un exemple dans la métallurgie, et d'ailleurs c'est bien parce qu'on en a ici, produire des canettes, d'accord, des canettes. Alors les canettes, ça nécessite une ligne de production et un peu de savoir-faire quand même. Faut savoir que je suis à Hamoud, alors je connais les gens de Hamoud qui ont une problématique, c'est qu'ils importent toutes leurs canettes vides de France. Ah oui. Donc c'est pour ça que la canette est assez chère en France. Ils font la fonte. Donc ils arrivent vide, après, voilà, ils la remplissent, d'accord. Et puis parfois, ils la remplissent et ensuite ils la commercialisent avec des canettes qui sont importées. Vu la population en Algérie et vu la consommation de canettes en Algérie, ça reste un marché qui est énorme. C'est une production qui nécessite quand même un gros investissement parce que les machines sont et qui nécessite donc du savoir-faire. C'est des machines qui sont assez complexes, d'accord. Après, le savoir-faire, c'est les formats de canettes, c'est je sais pas moi, il y a plein de paramètres au fait. C'est pas un produit simple en réalité. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a un marché, il faut un savoir-faire, il faut de l'investissement aussi, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Donc ça, c'est intéressant. Après, comme je disais tout à l'heure, produire des verres en plastique ou alors produire, tiens, super exemple, les cajots là, de fruits et légumes et tout, il y en a, ou les bassines en plastique, il y en a des centaines qui font ça. Il suffit d'une machine à injection, un moule et c'est plié, quoi. Ça, c'est inintéressant. Ça, c'est important de préciser. Quand c'est trop simple, il ne faut pas jouer les pseudo-pragmatiques. Je fais au plus simple. Au contraire. Et donc après, on se retrouve dans un marché de prix parce qu'on se différencie seulement avec le prix. Exactement. Et donc après, ça devient galère parce que prix veut aussi dire que quand on arrive tout en bas, ça commence à gratter sur les modalités de paiement, sur machin. Et on se retrouve vite à être une banque au fait parce qu'il faut gérer du recouvrement et tout. Et ça, c'est un business qui est très très complexe, quoi. Très très complexe. Donc il faut absolument monter en technique. Qu'il y ait du savoir-faire. Qu'il y ait du savoir-faire. Ça peut être fabrication de meubles aussi, des meubles un peu spécifiques, des meubles standards qu'on voit en Algérie. Ça a boosté aussi ça, ces dernières années. Et on a vu l'évolution justement parce que maintenant il y a des meubles qui commencent à être un peu plus proches de ce qu'on voit chez Ikea, etc. Tout à fait. Parce que les gens cherchent un truc un peu moderne, alors qu'avant c'était la bonne vieille table en bois faite par un menuisier, le truc très simple, modèle standard. Donc un peu de design, d'ailleurs j'ai une personne qui m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps, donc un peu de design, un peu de savoir-faire, voilà, je pense que ça peut être vachement intéressant. Voilà. Donc pour résumer, quand il s'agit de construction ou de fabrication plutôt, il faut absolument qu'il y ait du savoir-faire derrière. D'accord. Et le savoir-faire, c'est idéalement avec une expérience professionnelle dans une boîte en Europe. Comment on pourrait le matérialiser, enfin le savoir-faire. De deux façons, j'ai envie de dire. La première, c'est quelqu'un qui a cette expérience justement à l'étranger. Par exemple, pour reprendre les canettes, j'étais directeur technique, c'est pas moi, mais une personne qui serait directeur technique. Dans une usine de fabrication de canettes qui maîtrise complètement le processus, qui connaît le marché, limite qui travaillait chez le fabricant qui vend à Hamoud Boualem. Déjà, il a la crédibilité, il a le savoir-faire, il connaît les fournisseurs de machines. Voilà, il a le réseau exactement pour les machines, pour acheter de l'aluminium, pour etc. Et ça, oui, j'arrive avec, je maîtrise toute la chaîne. Il y a une personne aussi qu'on connaît qui est dans les ascenseurs depuis très longtemps en France. D'accord. Il s'appelle Yassine, voilà, qui arrive en Algérie, qui commence à faire ses productions d'ascenseurs. Il connaît très bien le monde de l'ascenseur parce qu'il a bossé longtemps en Europe. Ici, il connaît aussi le marché très bien parce qu'il a vendu pas mal en Algérie.
Donc ouais, là c'est super intéressant d'arriver avec des ascenseurs customisés, avec la flexibilité, avec les délais plus courts, etc. Ouais, là c'est intéressant. Ça c'est super important ce que tu dis, c'est que c'est de voir les choses aussi, d'avoir un plan, une stratégie, tu vois. Déjà, tu vois, très souvent, beaucoup veulent se lancer et veulent arriver avec très peu de, comme tu disais, de savoir-faire. Se donner ne serait-ce que, et ça c'est valable quasiment pour toutes les idées, mais se donner ne serait-ce que 1 an, 2 ans de formation, d'expérience dans une boîte. Il y en a en Europe, c'est pas ce qui manque, tu vois, d'aller bosser pour une boîte, de pouvoir donc acquérir toutes ces connaissances, ce réseau, tout ce que tu viens de dire, et ensuite venir avec cette expertise, entre guillemets, et l'apporter, c'est la meilleure stratégie. Et ensuite commencer par un produit simple, comme tu l'as dit pour les ascenseurs, et ensuite, au fur et à mesure... identifier les besoins. Voilà, identifier les besoins. C'est bête. C'est simple, mais tout le monde, très peu le font finalement. Et je crois que ça a été un petit peu aussi ton parcours. Exactement, c'est ce que j'allais rebondir là-dessus. Moi, quand je suis arrivé ici, l'idée, c'était de fabriquer des lampes, d'accord, les lampes standards qui se vissent. Et on se dit, tiens, il y a un super marché, machin, la lampe, on va commencer avec ça. Et on a commencé avec ça, et on s'est rendu compte qu'au fait, c'est un marché qui était un peu difficile parce que c'est du grand public, il y a beaucoup d'importateurs à l'époque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais on s'est retrouvé dans une espèce de concurrence, une bataille, quoi. Une bataille de prix, une bataille de modalités de paiement, etc. Et en même temps, on a identifié qu'il y avait un besoin sur des produits d'éclairage spécifiques. Ça va être l'éclairage industriel, ça va être un certain type d'éclairage public. Donc, on a commencé là-dessus, ça a bien pris. Pour arriver au final, parce que l'éclairage industriel, ça représente 70% de notre chiffre d'affaires. Donc, la lampe, c'est devenu quelque chose qui nous casse les pieds, au fait. Ça demande beaucoup d'efforts, ça prend du volume, le chiffre d'affaires n'est pas énormissime. Et ensuite, une fois qu'on est rentré dans l'éclairage industriel, on a identifié des besoins spécifiques dans l'éclairage industriel. Ça va être l'éclairage anti-déflagrant pour les sites gaziers, ça va être l'éclairage salle blanche pour tout ce qui est bloc opératoire, secteur pharmaceutique, etc. Là, on a d'autres produits qu'on va bientôt introduire, mais ce qui est très important, c'est de garder en tête qu'on va commencer en fait, avec un certain chemin, une certaine vision, un certain objectif, et qu'au final, plus on avance dans le marché et plus on le connaît, on va identifier des secteurs qui vont être moins concurrentiels, dans lesquels il y a de la demande, donc on va adapter notre stratégie. Ça devrait être comme ça partout, mais c'est ce qui va se passer. Au début, on va prendre un chemin, et puis on va s'adapter, et c'est en étant sur le terrain, en parlant aux clients avec un produit, qu'on va mieux connaître le marché et qu'on va savoir s'adapter. Et beaucoup réfléchir justement à son positionnement, que ce soit dans un marché concurrentiel, où on va essayer de se différencier. En général, les gens ici, ils aiment bien se différencier avec le prix. D'accord. Ce qui est le truc le plus simple, c'est pas trop la culture européenne de se différencier avec le prix, mais plus avec l'effort marketing, etc. En général, ils ne touchent pas au prix. Ici, c'est ok, on va pas se casser la tête, on baisse le prix et on vend plus. Et arriver à se différencier, à bien se positionner pour ne pas devoir travailler avec des trop petites marges qui peuvent compromettre en fait la survie du business, mais en même temps pour pouvoir vendre aussi, quoi. Donc ça demande quand même, c'est vachement stimulant en fait, je trouve, de faire du business ici, parce que ça demande tout le temps de se remettre en question et de réfléchir en fait à son positionnement et ne pas être trop dans son produit parce qu'on l'aime trop et parce que j'aime bien ma lampe. Voilà, c'est ça. C'est prendre du recul et se dire voilà, il faut que je me positionne comme ci, comme ci, comme ça. Et franchement, en réfléchissant comme ça marche bien. Il faut aller vite. Il faut exécuter rapidement. Très bien. Bon, je crois qu'on sur cette première idée là, tu nous as donné déjà pas mal de clés. Je te propose de partir sur une deuxième idée qui revient très souvent. Est-ce qu'elle est très intéressante, Jean? Je vais te poser ton avis. Je te donnerai également mon avis pour avoir eu une expérience dans ce domaine-là. C'est ouvrir un restaurant, tout ce qui est en rapport avec la restauration ou boulangerie éventuellement. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu aurais quelques petites clés là-dessus? Alors, c'est un secteur que je ne connais pas du tout. Alors, par contre, je peux donner mon opinion en tant qu'observateur, consommateur, etc. Moi, j'ai vu des expériences. J'ai des amis justement qui sont dans la restauration, des franco-algériens, d'accord, qui ont lancé plusieurs chaînes. Ça n'a pas été forcément... Voilà, il y a eu des grosses erreurs qui ont été faites. Par exemple, dans la boulangerie, je me rappelle en 2017-2018, il y a une personne qui avait ouvert une super boulangerie. Franchement, c'était du niveau de la boulangerie française. Elle était dans un quartier qui était vraiment, vraiment paumé. Et pour la trouver, il fallait vraiment connaître une personne qui connaissait l'endroit. C'était planqué. Et donc, malgré le fait qu'il y ait des très bons produits, ça n'a pas marché. Ils ont fermé assez rapidement à cause justement de l'endroit où ils étaient.
Par contre, il y en a d'autres où ça a super bien marché parce qu'il y a des produits qualitatifs dans des super endroits, des endroits où il y avait beaucoup d'entreprises, où il y avait des gens qui avaient connu pour être pouvoir d'achat, etc. C'est-à-dire Hydra, voilà, il y a une chaîne qui s'appelle Luca Castello qui fait qui marche bien, qui ont ouvert, je crois, 3-4 restos. Beaucoup de branches. Ouais, je crois maintenant plus. Hein. Ah bon? Oui, parce que là, je suis tombé par hasard sur Wallet Fayette. Il en a à Jadel Ibrahim, il en a aux sources aussi, Belmond Source, voilà. Il doit peut-être à 10. Hein. Donc très bien organisé, des super produits vraiment avec des tarifs qui sont certes au-dessus du marché. Voilà, mais qui en valent la peine. Franchement, moi quand je vais en France, j'ai pas de problème à payer un croissant, je sais pas, 1,20 € ou un truc comme ça. Ici, un croissant, je crois que ça coûte 100-120 dinars. C'est ça. Hein. Donc, peut-être la moitié du prix, quoi. Donc, pourquoi est-ce que j'achèterais là-bas et pas ici? Après, voilà, il y a beaucoup de sociétés qui achètent chez eux et tout. Donc, tout ça pour dire que voilà. Il y a autre chose qui est intéressante, c'est qu'ils auraient pu ouvrir une boulangerie avec des croissants comme on a l'habitude de consommer ici et tout. En fait, ils se sont positionnés. Ils ont un positionnement qui n'est pas celui de tout le monde, quoi. Ils ont décidé de faire de la très bonne pâtisserie ou de la bonne pâtisserie avec de la bonne boulangerie avec des tarifs qui sont un peu élevés mais qui ne sont pas complètement abusés. Il y a des endroits où on achète des éclairs à 400 dinars donc qui ne sont vraiment pas abusés et ils se sont démarqués de toutes les autres boulangeries, la majorité des boulangeries qu'on trouve en Algérie. Donc le positionnement là, il est très important. L'erreur à ne pas faire, c'est je vais venir en Algérie, j'ai une chaîne de tacos et je vais ouvrir des tacos. Parce que des tacos, il y en a partout, ça coûte pas très cher. Donc voilà, pareil pour les shawarma, pareil pour les machins. On revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est très peu de valeur ajoutée. Ouais, exactement. Tu t'apportes rien concrètement. Exactement. Ouais. Et donc c'est valable aussi bien pour la fabrication d'un produit que pour de la restauration. Tu as dit un truc super intéressant et je rebondis dessus parce que je sais que sinon je vais l'avoir en commentaire. C'est il compare le croissant, le prix en euros en France et le croissant, le prix en dinars en Algérie. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même pouvoir d'achat. C'est super intéressant ce que tu viens de dire et j'anticipe tout de suite parce que les commentaires, je les vois arriver. C'est super intéressant parce qu'en fait, ce que tu as dit, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'en réalité, arrêtez de croire que tous les Algériens, ils sont au SMIC. Tu vois, ils sont à 40 000 dinars par mois tous. Alors, avec cette logique-là, un peu entre guillemets communiste, tu veux absolument couper des têtes et faire en sorte de vouloir absolument que tout le monde soit au même niveau. Et la réussite de cette chaîne, par exemple de Castello, c'est la démonstration parfaite qu'il y a un pouvoir d'achat à combler, important, très conséquent, et qui sont prêts à consommer. Et c'est vrai, quand tu vas dans ces points de vente, souvent c'est full. Souvent, j'ai été là, encore il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours après l'aide, c'est rarement des 4-5 il y avait des 4-5 à faire la queue. Tu vois, donc c'est ce qu'on dit, ce que je me tue à dire, et c'est intéressant ton exemple, c'est qu'il y a une clientèle avec un très fort pouvoir d'achat qui est demandeuse de cette clientèle de produits qualitatifs. Et il faut arrêter avec cette vision entre guillemets communiste et de faire croire que tout le monde est au SMIC. Non, l'Algérie, on ne peut pas dire les Algériens. Il y a des Algériens qui sont malheureusement comme partout. Pauvres. Comme partout. Et voilà, exactement. Il y a des Algériens qui vivent normalement. La classe moyenne. Voilà, il y a la classe moyenne. Il y a des Algériens qui sont riches. Il y a aussi, culturellement, l'Algérien, comme on dit, maïprelj. L'Algérien n'est pas... consommateur. N'est pas, voilà, c'est pas un radin. Non, c'est clair. Donc l'Algérien, quand il va être invité chez des gens, il va, même s'il a un salaire qui est assez bas, il va emmener un gâteau à 2000 dinars et ça lui fait plaisir, quoi. Donc, il y a un marché, on ne peut pas généraliser. Effectivement, comme tu dis, les Algériens ne sont pas tous au SMIC à 20 000 dinars, je crois, un truc comme ça. Il y a de tout. Il y a de tout. Et la preuve en est, comme tu dis, qu'il y a des chaînes comme ça qui fonctionnent. Donc, sur ces produits, clairement, il faut pas hésiter à être ambitieux. Bien sûr, il faut une qualité qui va avec une vraie valeur ajoutée, comme tu as dit, un emplacement qui est cohérent avec ton produit, comme tu l'as dit. Donc ça, c'est tout ça, voilà, c'est des règles de base. Moi, je voulais donner sur ce business-là, parce que je suis un petit peu plus, j'ai un peu d'expérience dans ça. Et tu me dis ce que tu en penses. Par exemple,
J'ai trouvé qu'il y avait un emplacement. Souvent, on parle de ces emplacements qui sont très cotés, c'est-à-dire effectivement ce que j'appelle les hauteurs d'Alger, donc Hydra, Ben Aknoun et tout ça. Mais je trouve qu'il y a une partie d'Alger qui, pour parler d'Alger, c'est valable dans toutes les grandes villes, c'est pas propre que Alger, l'historique. Parce que pour moi, l'historique est en plein boom, c'est-à-dire le centre, l'hypercentre d'Alger. C'est en plein boom, c'est là où il y a les sites touristiques. Et c'est là où, à mon sens, c'est là où ça va se développer énormément. C'est en train d'ailleurs, je ne sais pas si sur 10 douches moites quand tu passes, je sais pas si tu vois, tu commences à avoir une montée de gamme en produit. Parce que pendant longtemps, en fait, ça a été un petit peu genre c'est les quartiers populaires. Et là, je commence à voir en fait des produits, des concepts qui montent en gamme, que ce qu'on peut voir un petit peu dans les hauteurs d'Alger. Et je pense que cette partie-là, là, sur l'hypercentre d'Alger, il y a des coups à faire et ça peut être très très intéressant. Partie, c'est là où il y a les sites touristiques, donc c'est là où tu peux toucher, tu vois, une clientèle touristique qui est présente et qui peut avoir un pouvoir d'achat assez intéressant. Je sais pas ce que. Oui, il y a des restos qui ont ouvert. Effectivement, il y a une montée de gamme et des restos qui ont ouvert plutôt vers le centre, qui suivent pas justement la mode du endroit qui est le populaire, machin. Et c'est un endroit qui est énormément fréquenté. Après, encore une fois, en termes de positionnement, en fait, on va viser qui? Je sais pas, par exemple, un super resto traditionnel dans Alger Centre. Un truc à touriste, quoi. Je pense que c'est une super idée, quoi. Tu vois, parce qu'il n'y a pas trop ça. Mais carrément. Moi, j'aimerais bien prendre, je sais pas, quand j'ai des invités ou machin, les emmener faire une balade à Alger Centre et puis finir ça dans un resto super traditionnel, bien décoré. J'ai même pensé à une chaîne, tu vois. Moi, j'ai même pensé à une chaîne qui serait très intéressante à faire. Je balance l'idée. C'est en fait. C'est inspiré un peu de ce que j'avais fait justement un peu en France, c'est-à-dire que de reprendre les classiques du street food algérien, donc Grande Teta, pizza carré éventuellement, donc on est vraiment dans la street food, exactement, tu mentionnes le mot mahajeb et ainsi de suite, donc tout ce qui est street food algérien, mais de le faire dans un décor, tu vois, plus classe, plus sympa, plus, tu vois, ambiance voilà, très sympa, avec en plus on a pas mal de trucs de déco propres algériens, et mettre tout ça, tu vois, vraiment un truc style, pour que quand, si tu veux, les gens viennent, que ce soit les binationaux, que ce soit les touristes, ainsi de suite, et qui veulent, qui font leur tour, leur visite, ainsi de suite, aller se poser là. Voilà, il y a une chaîne, tu sais que voilà, tu vas avoir un produit très qualitatif qui va être au-dessus de la moyenne, au-dessus de ce qui se pratique ailleurs, mais tu sais que voilà, en termes de déco, en termes de qualité d'assise, en termes de qualité de produit, tu vas avoir, tu vas en avoir pour ton argent. L'espèce de truc qui fait partie de la visite au fait d'Alger Centre, quoi. C'est ça. L'incontournable à la fin. L'incontournable. Oui. Et ça, tu pourrais faire ensuite avoir plein de points de vente sans problème. Et ça cartonnerait. Mais je sais même pas pourquoi on n'a pas ça, quoi. Moi, je suis un peu frustré quand j'arrive à Place des Martyrs et puis que j'ai le choix entre un mec qui fait des sandwichs un peu bizarres. Tu vois, on n'a pas de truc qui soit. Tout à fait d'accord. Qui aille avec le décor, en fait. Et c'est vrai que la Place des Martyrs, c'est un endroit qui est super beau. Il y a la mer d'un côté, il y a la Casbah de l'autre. Mais il n'y a pas un endroit où on peut se poser à avoir un déjeuner ou un dîner. Tu t'ouvres un truc à la Place des Martyrs, puis à 10 douches mois, pas loin de la Grande Poste, sur le même concept. Carton. Tu vois, la personne veut manger algérien, il sait qu'il va avoir tu vois, un truc vraiment qualitatif à différents niveaux. Tu vois, comme les autres chaînes qu'on a citées, ce sera un carton, quoi. Moi, je suis client, vas-y. Bon, pareil. Pareil. On passe à l'idée, une autre idée, c'est l'agriculture. Pareil, c'est un domaine qui est très comment dirais-je, dont les gouvernements mettent l'accent. Pareil, c'est un domaine un peu comme dans l'industrie. C'est un domaine aussi qui s'est énormément développé ces dernières années. On l'a vu avec la production notamment du Grand Sud et tout ça. Voilà, on a une production locale extraordinaire. On a battu des records d'ailleurs de production. Quel est ton avis là-dessus? Quelle est l'approche? Voilà. Alors, c'est un secteur que j'avais étudié à un moment parce que j'avais une opportunité justement d'investir dans l'agriculture. Et parce qu'il y a des terrains qui étaient en fait des concessions qui étaient laissées à l'État par l'État dans des endroits où à Daral par exemple il suffit de creuser 25 mètres pour avoir de l'eau, quoi. Donc en gros il n'y a aucun problème d'eau, etc. Il y a des conditions qui sont vachement favorables puisque l'État reprend en fait les productions, rachète à des tarifs qui sont très intéressants les productions de blé, de maïs, de lait,
d'accord ? Donc, c'est des secteurs qui sont effectivement très porteurs parce qu'on essaye d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Tout à fait. Et on importe énormément de maïs, énormément de blé aussi. On s'est bien amélioré sur le taux de blé. Je crois qu'on est à 70%, 80%. Mais il y a des produits quand même, la poudre de lait par exemple. C'est 2 produits, je crois. Et d'où le projet avec les Qataris, etc. Tout à fait. Donc, la difficulté, c'est quoi ? C'est qu'on ne s'improvise pas agriculteur comme ça. Donc, il faut, encore une fois, fameux savoir-faire. Donc quelqu'un, par exemple, un ingénieur agronome qui a travaillé justement sur l'efficacité de production agricole, etc., et qui va un peu implémenter ça en Algérie, je pense que ça, c'est tapis rouge, quoi. Ouais. Et il y a un autre secteur aussi que je pense très, très prometteur dans ce secteur-là, c'est tout ce qui est l'équipement, en fait, agricole. Ouais. Ça va être fabrication de pivots, par exemple, d'irrigation. J'ai un ami qui est dans l'irrigation solaire, en fait, qui fait des ravages en fait, dans le sud, vers Timimoun Andarar, en vendant des systèmes en fait, d'irrigation solaire. Donc ça évite d'avoir un groupe électrogène et il faut ramener de l'essence, enfin du gasoil à des endroits qui sont vraiment pas atteignables, etc. Donc tout ce qui est équipement aussi et aussi améliorer en fait la productivité dans ces endroits-là. Donc ouais, je pense que il y a aussi l'agriculture bio évidemment. Oui. Tu vois. Je pense à ça. Il y a une niche. Elle est terrible celle-là. Ah ouais. On n'en a pas aujourd'hui. À l'export aussi quoi. Il y en a pas beaucoup de produits bio, même genre localement. Je sais pas comment est-ce qu'on produit ici. Je sais pas quel taux d'insecticide est utilisé. Je sais pas. Souvent dans les pays, on dit quand en développement, on te dit souvent, c'est un petit peu, c'est pas comme en Europe où c'est moins réglementé. Ouais, exactement. C'est moins réglementé. Après, je pense que le bio, ça pourrait être quelque chose aussi. Ouais, ça pourrait être quelque chose. Après, le bio, ça reste un peu de marketing aussi. Donc, arriver à se différencier, encore une fois, avec des produits qui poussent avec une méthode différente ou de garantir, si tu veux. Donc, tu dis de manière vraiment large dans l'agriculture, que ce soit les produits, que ce soit même les appareillages, que ce soit toi, tu vois vraiment pas mal beaucoup de choses à faire. Équipement, parce que souvent, tu vois quand tu vois les sites de production, en fait, et même quand tu vois les process en fait, de production dans l'agriculture ici en Algérie, ça reste assez simpliste, quoi. Parce qu'on n'a pas ce problème comme il existe en France, tu sais, de l'agriculteur qui va se pendre parce qu'il n'arrive pas à vendre ces trucs. Ici, l'agriculteur, il vit en général très bien, quoi. Celui qui produit du blé, des tomates, des machins, des fruits... ça reste intéressant et profitable, quoi. D'accord, très bien. Ok. Est-ce que tu as tout ce qui est sur fruits et légumes, est-ce que tu vois ou plantes éventuellement, est-ce que tu vois quelque chose en particulier où c'est, je sais pas, ce serait super intéressant, où il n'y a pas encore, il y a un gros potentiel. Moi, je trouve que la banane et les produits, les fruits exotiques, ils se sont rendus compte qu'ils arrivent à les développer. Moi, j'irais pas chercher des trucs spécifiquement exotiques au sens propre comme figuré, mais ici, on recherche l'autosuffisance et c'est poussé par l'État. Production de lait, blé, maïs, comme je disais. Il y a aussi le bétail aussi. En fait, on importe de la viande de vache quand même, là pour faire baisser le prix. C'est pareil, même chose pour les moutons, un peu moins sur le poulet. Donc ça, c'est des secteurs, en fait, il n'y a même pas besoin de chercher très loin, quoi. Il faut juste avoir les épaules solides, la patience, le savoir-faire pour se lancer dans ces secteurs-là. C'est des produits qui sont en fait rachetés par l'État à des tarifs qui sont définis. Donc en gros, il n'y a pas d'effort de vente à faire. Il suffit juste de produire, en fait. Produire du lait frais, produire du maïs, du blé, enfin, comme on a dit, de la viande, le mouton de l'Aïd, là, je pense que les agriculteurs se sont fait des gros billets. Donc tout ça, c'est des secteurs en fait porteurs, on n'a pas besoin de se casser la tête. Et encore une fois, on a une nappe phréatique, je crois que c'est une des plus grosses nappes phréatiques du monde. Qui s'étale sur 3 pays, donc voilà, c'est ça. Énorme, le truc, principalement en Algérie, je crois que c'est Tunisie, Libye. C'est exactement. Et puis à Darar, comme je disais tout à l'heure, il y a de l'eau à 25 mètres, il n'y a pas besoin de creuser bien loin. Donc en fait, il y a tout le temps de la pluie, il n'y a aucun problème climatique. Il faut juste s'installer en plein milieu de l'Algérie où il fait chaud et produire. Et oui, c'est clairement un secteur vachement porteur et vachement lucratif, quoi. Et on le voit d'ailleurs, parce que des fortunes se bâtissent sur carrément. Oui, bien sûr. Bien sûr. Un agriculteur, être agriculteur, c'est très bien vu ici, quoi. Ah oui. Quand tu es agriculteur, c'est que moi, je viens d'origine d'une région de l'Est. De Betna.
de Chaouia, Oum-le-Bouari, Ah oui, d'accord. où ça cultive pas mal de blé, principalement. D'accord. Franchement, les mecs ont des champs de blé, ils sont connus pour être riches. Moi, mon grand-père était un agriculteur. Ouais. Ils ont toujours vécu très, très, très convenablement, quoi. Il n'a jamais pensé à faire autre chose, quoi. Mais bon, ça demande pareil, beaucoup d'efforts. Dans la date. Pareil. C'est une vie qui demande beaucoup de sacrifices parce que on peut pas partir un mois en vacances et se dire je reprendrai. Pour le coup, moi, par contre, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Il se fatigue pas trop. En vacances, ouais. Ah ouais, non, il se fatigue pas trop. Non, faut être impliqué, quoi. Ouais. C'est la difficulté, ouais. Ouais, c'est beau parce qu'en fait, tu es en train de se rendre compte que des pans entiers d'industrie sont encore pas en friche, mais qui sont encore à exploiter, quoi. Il y a pas mal de... Ouais. C'est énorme, quoi, là. Ce dont on parle, c'est quantité de... Bah ouais. Et on en a besoin, parce que quand on regarde historiquement, l'époque de Rome, l'Algérie, c'était le grenier de Rome, ou alors l'Afrique du Nord. L'Europe, à l'époque de la précolonisation, en fait, à l'époque de ottomane, etc., l'Algérie vendait d'ailleurs du blé à la France, et c'est une question de dette après qui a... un prétexte qui a poussé les Français à envahir le pays, à coloniser le pays. Mais on se rend compte que historiquement, l'Algérie a toujours été quelque part un grenier pour l'Europe. Et puis maintenant, c'est plus le cas. On importe maintenant du blé de France. Incroyable. Alors que c'était le contraire. On a toujours fourni. Voilà. Donc il y a un problème. Et le problème, je pense qu'il est humain. Oui. Il est humain. Il n'est pas. Non, c'est clair. C'est pas la désertification. Il y a eu un moment où, sans chercher d'excuses, où la machine a été cassée, aussi bien dans la tête des gens, ainsi de suite, très clairement. Et c'est vrai que tu dis, le problème aujourd'hui, il est humain. C'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une ambiance comme ça, où tout le monde se dit, tout le monde est en attente que ce soit l'État qui fasse tout, ainsi de suite. Et que s'il y a le déclic dans la tête de chacun des Algériens, le marché il est énorme. Le marché est énorme parce que à la fois sur le marché local, à la fois sur une base arrière pour ensuite exporter en Afrique. Tu vois, on serait vraiment l'intermédiaire, tu vois, et ensuite pour alimenter l'Asie ou autre. Tu vois, donc c'est énorme. Ok, pour ce volet agriculture. On va faire un saut sur un autre secteur cette fois-ci qui est également très prisé, où l'État a aussi de grandes ambitions. On parle de chiffres d'atteindre les 12 millions de touristes d'ici les 2030. C'est un chiffre assez ambitieux parce qu'aujourd'hui, si tu retires le tourisme entre guillemets des binationaux, on ne doit pas dépasser les quelques centaines de milliers de touristes étrangers. Donc c'est le tourisme. Et alors, il y a plein d'idées dans le tourisme, mais pour essayer d'être concret, de proposer aux téléspectateurs des choses précises, c'est par exemple, on sait qu'il y a un manque d'hôtels et de lits, d'hébergement. Donc partir sur le concept, par exemple, on commence à en voir d'ailleurs des maisons d'hôtes. Ou d'exploiter même l'idée de Airbnb. On commence à en voir ici et là aux portes du désert, proche dans la zone des oasis et tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses moi, la perception que j'ai, en fait, c'est que la priorité, c'est le tourisme d'affaires, en fait. Et même pas, faut même pas chercher les étrangers qui viennent, etc. Parce qu'en général, ils vont au Sofitel, au Sheraton, etc. En fait, je me rends compte je fais un constat, c'est que quand il y a un salon, par exemple, au Méridien d'Oran, c'est hyper compliqué de trouver une chambre. C'est vrai. Mais trouver une chambre dans n'importe quel hôtel. C'est vrai. L'hôtel à 3 000 dinars, 7 000 dinars, 15 000 dinars, c'est très, très, très compliqué. Alors, Alger Alger, c'est la même chose. Alger, c'est la même chose. Et ensuite, le tourisme d'affaires, en général, c'est des gens qui vont aller dormir ailleurs donc, pour leur boîte. Donc, ils ne vont pas dormir dans un truc miteux. Ils ont besoin d'un minimum, sans être dans le 5 étoiles. Et je trouve qu'il y a un manque d'hôtels type, si tu veux, même Ibis. Type Ibis. Parce que Ibis, ça reste cher ici. Un hôtel confortable, pas excessivement cher. Avec, je vais avoir mon petit déjeuner, etc. Mais le truc propre, etc. Et ça, ça manque énormément.
une nuit à entre 5 et 7 000 dinars, tu vois. Moi, c'est en général le budget que j'essaye de respecter, mais maximum, parce qu'après, tu as des commerciaux qui doivent aussi le respecter derrière et tout. Donc, dans ces eaux-là, un truc propre dans ces eaux-là, sans avoir à fournir du service de malade. En général, ce qu'on demande, c'est de rentrer dans une chambre qui soit propre, avec un lit confortable et une douche, en fait. Avec des services en plus peut-être à côté, mais je pense que c'est ce qui manque énormément en Algérie. Après, maison d'hôtes, on commence à toucher une autre catégorie de population qui va être soit l'immigré qui va venir ici, mais je pense que c'est pas le gros du marché. Tu as des millions d'Algériens qui vont tous les ans en Tunisie, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'ils vont en Tunisie ? Ils vont pas en Tunisie en général parce qu'ils trouvent que la Tunisie c'est beau, etc. Ils vont en Tunisie parce qu'ils ont des hôtels avec plus de services. Voilà, plus de services et pas cher en fait. Ouais, la mer, je veux dire, c'est non, la même. C'est la même. La nature, elle n'est pas largement mieux que ce qu'on en complètement d'accord. Donc, en fait, développer ce même type d'hôtel ou ce même type de truc all-inclusive, famille et tout, en Algérie. Moi, quand j'essaie d'emmener ma famille en vacances ou en Algérie pour leur faire découvrir je galère pour trouver un hôtel, genre le truc familial propre, où il y a une piscine par exemple parce qu'ils veulent s'amuser, etc. C'est compliqué. Tu vas en Tunisie, je me rappelle d'un jour où je suis allé à Tabarka, c'est à la frontière, et au fait j'ai dormi la veille à Al-Qala, donc à la frontière. Ouais, qui est un site touristique. Mais hôtel, rien. J'ai rien trouvé de potable. Incroyable. J'ai dormi dans un hôtel, mais vraiment fatigué, où je crois que la clim a pris feu pendant la nuit, un truc comme ça. Je me rappelle bien. Ouais. Et j'ai passé la frontière, je suis arrivé dans un endroit, mais hôtel génial, pas cher, la plage, piscine, machin, service all inclusive et tout, à quelques kilomètres, quoi. Pourquoi si on avait ça ici en Algérie, mais jamais je sortirais du pays, quoi. Donc je pense qu'il y a ce truc un peu hôtel familial, machin, que ce créneau-là aussi qui n'est pas développé. Et puis les gîtes, il y a des villes où c'est développé. Ghardaïa par exemple. Il y a beaucoup de gîtes là-bas, des espèces de maisons d'hôtes, au fait. C'est ça. Et pareil, en période de vacances, c'est toujours complet. C'est fou. Tu trouves rien. Si tu t'y prends pas genre 3 semaines, 1 mois à l'avance, en période de vacances, tu trouves rien. Donc ça montre aussi qu'il y a une demande dans ce secteur-là, un peu du tourisme. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que je pense que le consommateur algérien dont je fais partie, il va chercher beaucoup le rapport qualité-prix. D'accord ? Donc, il y a ceux qui vont chercher du top et qui n'auront aucun problème à payer. Même ils vont passer 4 jours, ils vont lâcher 100 000 dinars. Mais parfois, je te jure, c'est complet. Parce qu'il n'y a pas assez. Oui. C'est-à-dire que même quand tu veux mettre le billet, moi j'ai eu des proches parfois qui venaient, et comme tu disais, que ce soit, après ça dépend de quelle ville on parle, mais là si on parle par exemple sur les grandes villes comme Alger ou autre, parfois il se trouvait que cette période-là il y avait un salon. Le mec il me disait je trouve pas de truc, est-ce que t'as pas un truc à me recommander, même s'il faut reculer, machin et tout. C'est ce que tu disais, il y a un vrai manque. Mais le truc des vacances accessibles pour la famille moyenne algérienne et tout, je pense que c'est le gros de la demande en termes de touristique, quoi. Touristique, quoi. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, pour le coup, comme tu sais, je suis justement un peu dans ce créneau-là d'immobilier, et notamment l'immobilier saisonnier. Et mon regard s'est porté sur Alger. Et parce que j'ai fait le même constat que toi, j'ai vu qu'effectivement, il y avait un gros potentiel au niveau, à la fois, que ce soit une grosse demande, que ce soit au niveau des voyages d'affaires, que ce soit par rapport au salon, parce que tu sais que sans Alger, un peu comme en France à Paris, et encore plus même, c'est vachement centralisé. Il y a énormément, il y a beaucoup de choses ça se passe à Alger, même au niveau administration et tout. Donc, le voyage d'affaires, comme tu as dit, les binationaux, le tourisme, parce que il n'empêche, il y a un paquet de sites touristiques sur Alger, tu vois. Donc même quand ceux qui viennent faire le Sahara, tu vois, très souvent ils font une escale sur Alger, et donc en profitent pour passer 2-3 jours et visiter la ville. Très souvent, c'est un peu le point central de ralliement, tu vois. Et donc clairement, là ça, l'ayant identifié, je pense que ça permet justement de répondre. Alger permet Alger et
a un besoin, un manque à la fois sur ces différents. Tu vois, ouais. que ce soit les binationaux, que ce soit la résidence d'affaires ou le tourisme étranger, Alger centralise cette demande-là, quoi, tu vois. Ouais. Après, bien sûr que sur les autres régions, on retrouve également d'autres besoins. Ouais. Donc voilà. Donc, en tout cas, ceux qui sont intéressés, je vous mets un petit groupe Telegram et vous pouvez regarder. C'est Algérie Avenir. Il vous suffit de rejoindre le groupe et on en discute. Je rajoute juste un truc aussi, puisque je l'ai en tête. Il y a un gros problème, c'est la location de voiture en fait. Ah ouais. Et c'est très compliqué. J'ai des amis qui sont venus il n'y a pas longtemps en Intéressant. Algérie, et puis ils m'ont cassé la tête pour trouver une voiture. On a réussi à trouver quelqu'un que je connaissais qui louait des voitures. Bref, en fait, on n'arrive pas, quand on est en France par exemple, le franco-algérien ou le français qui veut venir en Algérie, d'aller sur un site internet en fait, de voir les voitures, de voir les prix, de réserver une voiture, d'arriver à l'aéroport, de prendre sa voiture, de payer, de la rendre quand on repart, tout simplement. Donc je viens passer mes vacances d'été en Algérie, j'ai plus besoin de venir en voiture parce que le bateau ça coûte cher et que c'est une mission, etc. Galère. Je vais arriver ici en avion, j'ai ma voiture, je mets ma famille dedans, je paye, tac tac, il y a du service, machin, en cas de problème, je sais qui appeler. Donc la location de voiture simplifiée, simple pour l'étranger ou le franco-algérien ou l'algérien de l'étranger, même l'algérien local, c'est un créneau évident, quoi. Terrible. Évident. Là, en termes de manque, c'est encore pire, je crois. Ouais. Avec ou sans chauffeur, machin. Ouais, là, c'est encore pire. Là, Alors, là, tu as quand même en fait, une de problématiques. Ouais. La première problématique, c'est que en fait, on n'en produit pas localement. Donc, on doit l'importer. Ouais. Avec toutes les limitations de l'importation qu'on connaît. Et même si tu l'achètes, pour le moment, c'est en train, c'est en cours d'être alimenté, de se réglementer, d'avoir plus de production ici sur un marché local. Mais donc, tu as cette contrainte-là, en fait. Et ça, la problématique. La deuxième problématique que j'ai eu l'impression, j'ai cru comprendre, c'est qu'il faut faire vachement attention à qui tu vas le louer parce que tu peux retrouver, comme c'est un produit qui est cher finalement, et il faut t'assurer qu'elle soit bien utilisée, quoi, ta voiture. Il y a des mécanismes comme tu vois ailleurs, comme les garanties, les machins, les empreintes de je sais pas quoi. C'est vrai. Mettre en place les mêmes trucs. C'est vrai qu'ici, en général, quand on loue une voiture, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas toute cette paperasse et tout, mais malheureusement, après, quand il y a un problème, ça devient infernal, quoi. Ouais, mais clairement, c'est un produit qui est en manque terrible. Terrible. Là, je vois encore, j'ai des proches arrivés en juin et ils galèrent pour en trouver, quoi. Tu vois. Ouais. Alors, autre idée de business, c'est plateforme internet, start-up. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent justement se digitaliser. Tu en as parlé par rapport à la location de voitures. Il y a plein d'autres concepts qui peuvent se faire. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense qu'il y a des créneaux aussi. Un créneau qui marcherait bien aussi, je pense, c'est une plateforme pour tout ce qui est service de plomberie, de machin. Tout le monde galère toujours à trouver un plombier, un électricien. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui va faire des travaux de maçonnerie, machin, qui va nous faire c'est toujours le mec qui va venir, on va se mettre d'accord sur un prix. Ah oui, mais attends, tu m'avais pas dit qu'il y avait un clou à enlever, ça coûte 100 000 dinars, tu vois, ça part toujours en... C'est toujours là. Voilà. Donc un truc bien encadré. Par contre, le problème de tout ce qui est application ou tout ce qui est start-up un peu dans la fintech et tout, c'est que ça demande un gros budget marketing, quoi. Je me rappelle de Yassil quand ils ont commencé, c'était on voyait ça partout. Partout. Ils envoyaient des jeunes partout pour faire connaître le truc et c'est comme ça que ça a pris et tout. Je pense qu'il faut avoir vraiment un gros budget marketing. Après, il y a des exemples qu'on a vus qui j'ai l'impression ne fonctionnent pas hyper bien aussi à cause de cette raison-là. Et aussi, il faut savoir, bien pricer le truc, quoi. Parce qu'une application comme ça, où au fait ça coûte plus cher que le plombier du quartier, ça va pas être intéressant, quoi. Donc il faut être le business model pas évident. Pas évident. Après oui, tout le monde est friand ici d'applications, de simplicité et tout. Mais je pense que le secteur qui est très demandeur aussi, c'est le secteur professionnel. À chaque fois que j'ai un petit problème, parce qu'au fait le professionnel, quand il a un problème, au fait, il veut pas se casser la tête. Il veut pas le moins cher, il veut juste un service irréprochable. Dans un bureau, moi, quand j'ai un problème électrique, aujourd'hui,
je regarde ce que c'est, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir s'il y a un truc que je peux changer. Si je peux pas le changer, je vais appeler un électricien, je vais demander à quelqu'un, est-ce que tu connais un électricien dans le quartier, machin. Alors que ce serait beaucoup plus simple, quitte à payer même 2 fois plus, d'aller sur l'application, de dire voilà, j'ai ça, on me dit voilà, ça va vous coûter tant. Et puis on m'envoie quelqu'un, paf, 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 et c'est fini, quoi. Ouais. Et il y a besoin, en fait, de cette facilitation des problèmes du quotidien. C'est quelque chose que Yassir et toutes les applications de VTC ont vachement bien géré ici. À une époque, c'était infernal de trouver un taxi sur Alger. Ouais. Le taxi, ouais, je vais là, ok, 2000. Bah non, c'est ouais, bon, vas-y, bah moi j'y vais pas. Ou alors, c'est encore un peu le cas, mais ça c'est vachement. Maintenant, ils ont compris qu'avec la concurrence, quand même, Bah exactement. Ouais. Bah à l'époque, c'était. Moi, je me rappelle que plusieurs fois, j'attendais 1 heure. Ah oui, hein. Ah ouais, quand je venais avant d'habiter ici, c'était sur Alger, c'était infernal. Infernal, ouais, c'était infernal. T'étais content quand le taxi te prenait. En fait, tu payais ce qu'ils te demandaient, quoi. Ah, carrément. Et ils ont réussi à résoudre ce gros problème-là. Énorme. Et parce que là, bah oui. Les applications, c'est terrible, quoi. C'est clair. C'est clair, ça a créé une concurrence et tout. Comme quoi. Tu sais où il est. Enfin, c'est ce que demandent les gens ici. Ouais. C'est ce qu'on demande tous. Mais sur tous les trucs du quotidien, quoi. C'est yassiriser. Ouais, c'est ça, ouais. Yassiriser tout et n'importe quoi. Ouais. Mais comme tu as dit, tout ce qui est service dans tout ce qui est travaux, ça, ce serait une plateforme qui serait un carton, ça. C'est clair. Un carton, ouais, parce que ça, c'est le truc que tout le monde galère dessus. Avoir un petit peu l'historique de l'artisan, voir un petit peu des évolutions qu'on peut voir d'ailleurs avec Google Review et tout ça, équivalent. Tu vois. Ouais. Il y avait une parallèle avec une société qui est aux Émirats Arabes Unis qui s'appelle Emeril. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non. C'était une société qui faisait partie du groupe Ermar, donc un groupe de real estate, d'immobilier. Et en fait, Emeril, c'était le numéro que tout le monde connaissait par cœur. Ah, d'accord. Parce que quand tu avais un problème, quoi que ce soit, une clim qui lâche en été, un problème électrique, un problème de n'importe quoi, il suffisait de les appeler. Il y avait quelqu'un qui venait. Au début, il ne faisait pas payer le déplacement. Il vient, il fait un devis qui est très raisonnable. Le problème dans la journée, il est réglé, quoi. Ah ouais. Quand tu acceptes le devis, des fois, ils viennent même avec les techniciens et tout. Et c'était un peu, je me casse pas la tête, je vais payer peut-être plus cher que si je trouve un petit ouvrier, machin. Mais au moins, c'est réglé dans la journée. Et puis, on me fait pas perdre mon temps. On me dit pas, je viens 1 heure. Et le gars ne vient pas. Il me dit, finalement, je viens demain. Alors, c'était quoi eux, ils avaient pas, c'était pas c'était une plateforme. Ils mettaient en relation avec des freelances. Non. C'est quoi le truc ? Eux, c'était un autre niveau. Et je pense que c'est un truc qui marcherait aussi ici. Ouais. Ils avaient leurs électriciens, leurs plombiers, leurs machins et tout. D'accord. Et puis, au fait, quand on avait un problème, on les appelait. D'accord. Mais c'était leurs salariés, non ? Si, c'était leurs salariés. C'était leurs salariés. Et donc, ils venaient, ils envoyaient une petite camionnette avec la personne concernée, avec les scabots, machin et tout. Et le gars vient et il fait un devis. Et si on accepte le devis, en fait, ça donne envie d'accepter le devis parce qu'il dit, bon, bah, si tu acceptes, voilà le devis, avec un tarif qui est peut-être un peu plus cher qu'ailleurs. Mais, genre 10-20%. Ouais, c'est ça, 10-20%. Par contre, si tu acceptes le devis, tu sais que le problème, dans 1 heure, il est plié. C'est ça. Donc, en fait, tu dis, vas-y. Et ils ont tout compris, quoi. C'est que ce que les gens cherchaient, ils n'ont pas le temps de gérer ça, quoi. C'est la qualité de service et puis je paye et voilà, quoi. Exactement. Mais le seul truc ici que moi, je pense que ça serait peut-être un petit peu embêtant, c'est qu'ils ont une approche, la plupart des Algériens, tu vois, on a ce côté amazir, libre, on est plus dans une logique de freelance, tu vois. Ouais. Et donc, faire la même chose, mais plutôt qu'un salarié freelance. C'est ce qui fait que ça marche bien, Yassir, c'est que le gars puisse se dire, ok, moi, j'ai envie de bosser là, j'éteins, j'ai plus envie de bosser. Bah, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent, par exemple, de centres de formation. Il y en a beaucoup des centres de formation ici en plomberie, en électricité. Ils seraient super contents d'avoir un travail stable, en fait, pour une boîte comme ça. Ouais. Donc oui, effectivement. Après, celui qui veut travailler à plein temps. Mais il y en a énormément. Hein. Moi, je rencontre des jeunes qui ont fait des centres de formation ici, dans un domaine particulier, et puis ils galèrent, quoi. Il n'y a pas beaucoup de travail, machin, et puis ils bricolent. Et même dans les travaux et tout, parce que je trouve qu'il y en a quand même du boulot. Bah, il y en a, mais c'est un peu comme dans tous les secteurs. Hein. Il y a beaucoup de travail, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail, en fait. Donc, en fait, à un moment, tu ne comprends pas comment tu... Moi, on me dit, moi, j'ai du mal à recruter, même des postes, des fois pas qualifiés. Mais parce que moi, je vois aussi ça comme problème. C'est-à-dire, quand tu discutes avec quelqu'un, ça m'est déjà arrivé dans Yassir, tu vois, le mec me dit, bon, je cherche du boulot en attendant, donc je fais Yassir et tout, très bien.
Et après, je lui dis, bah tiens, si je connais quelqu'un une fois que j'ai discuté, je connais un peu son domaine et tout, je dis, tiens, je connais quelqu'un et qui pourrait proposer ça, qu'est-ce que tu en penses et tout. Ouais. Je ne me sens pas super motivé pour en savoir plus, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, je cherche du boulot, mais ouais. jusqu'à que je trouve, après, j'ai plus forcément envie de... Ouais, il y en a qui sont, il y en a qui ont vraiment, enfin, il y en a qui seraient très contents d'être embauchés pour travailler en tant que plombier dans une structure fiable, avec des avantages. Enfin, en fait, besoin d'être respecté, quoi. Je veux l'assurance, je veux être déclaré, je veux machin. Ah, ça c'est clair. Ça, c'est clair que sur ça, parfois, même si ça s'est quand même pas mal amélioré avec la carte Shifa et tout ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes, qui sont bien faites. D'ailleurs, au passage, tiens, c'est super intéressant, ça pour rebondir. Tiens, c'est justement, tu vois, on parlait là de plateforme, éventuellement de prendre quelqu'un en freelance. Et là, ce que tu disais, voilà, parfois, on propose pas toujours des trucs bien carrés et tout. Auto-entrepreneur. Tu vois, pour rester dans la logique justement de freelance, ils ont mis en place ce système de auto-entrepreneur depuis janvier 2024. C'est incroyable. Incroyable. Le truc, tu le fais, tu crées ton statut en l'espace de 2-3 semaines, tu reçois ta carte. Tu fais tout online. Tu parles avec personne. Aucun interface humaine. Tu as 5 pages à remplir. Tu mets, tu mets les informations et tout. Apparemment, en l'espace de 2 semaines à 3 semaines maximum, parce que c'était 3 semaines au début, et là, ils essaient de passer des délais à 2 semaines. Tu reçois ta carte directement à la poste que tu récupères. Et tu as ton statut, tu peux commencer à facturer et travailler à ton compte. Tu ne payes pas beaucoup d'impôts en plus, je crois. Tu payes 0,5% d'impôts sur ton chiffre d'affaires. Je veux dire, c'est imbattable. 0,5%, c'est pas 5%, tu vois. C'est un demi-point, tu vois. Et tu es affilié directement à la CASNOS, je sais pas quoi. Tu as la carte Shifa et tout. Bon, après, il faut compléter. Tout ça en ligne. Et tu as une assurance. Je veux dire, là, déjà, tu vois, le gars qui veut faire déjà auto-entrepreneur pour revenir sur la question de plateforme, que ce soit dans ce domaine-là des travaux ou dans un autre domaine, tu vois, là aujourd'hui, tu as, si tu veux, la réglementation qui te facilite ça. Parce que tu sais que voilà, tu fais une plateforme, tu dis à tous tes sous-traitants, vous mettez en auto-entrepreneur, je vous prends, tu es en règle. C'est clair, tu sous-traites en fait. Après, tu n'as plus qu'à travailler sur ta plateforme et voilà. La difficulté d'avoir des indépendants, c'est qu'en fait, tu ne peux pas toujours compter sur eux, quoi. Ils vont te dire, bah non, moi je ne suis pas dispo, j'ai un truc, machin. Donc en fait, ça va toucher quelque part à ta qualité de service, je pense. Après, il faut voir. Après, c'est sûr que bon, tu dois mettre en place un système de concurrence comme fait Yassir, quoi. Le premier qui dégaine, machin. Mais là, tu as un autre problème, c'est qu'il te faut un gros pool de machin. Donc il te faut une capacité d'attraction. Tu dois les démarcher, machin. Et je crois qu'il y a un truc qui s'appelle YouChoose qui a essayé de faire ça justement avec des freelances. D'accord. J'ai essayé le truc 1 ou 2 fois. J'ai fait appel à eux sur des petits travaux. Effectivement, c'est vrai que... Mais bon, c'est plus une plateforme de mise en contact, en fait, plutôt qu'un truc qui va, en fait, être responsable de la qualité du service. Tout à fait. Et en fait, c'est plus rassurant d'être en contact avec une société plutôt que quelqu'un qui va disparaître dans la nature, quoi. Une société qui veut se développer, qui veut une certaine réputation, etc. Je vois ce que je veux dire. Donc, mais c'est un gros travail de monter une boîte comme ça. C'est vraiment un gros travail. Par contre, le marché est énorme. Énorme. Donc plateforme avec la question freelance, peut-être ça s'adapterait plus à d'autres business que les travaux où effectivement il y a besoin de... C'est pas juste que transporter quelqu'un d'un point A à un point B où l'unité de service elle est plus moins exigeante là-dessus. Ok, très bien. On va partir sur une autre idée. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un truc qui revient souvent. Les Algériens en sont très fans d'importer un produit et de le revendre, commercer tel quel. Importation en l'état, c'est pas la tendance. En fait, on va essayer d'être... en fait, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'aujourd'hui, quand on veut importer un produit pour de la revente en l'état, d'accord, il faut passer par un organisme qui s'appelle Algex. Cet organisme, il va attribuer des quotas, ou pas, d'accord, je vais importer des stylos. Et ben on va me dire ok, fais ta demande à l'Algex, je vais faire ma demande, je vais importer pour 20 000 € de stylos. Voilà, je fais ma demande, je la dépose à l'Algex. Algex
va peut-être me répondre sous 3, 4, 5, 6 mois pour me dire ta demande est acceptée. Par contre, tu peux importer que pour 10 000 € de stylos. Ouais. Je vais faire l'opération d'importation des 10 000 des stylos. Et ensuite, je vais réussir à les dédouaner avec un taux de douane qui va m'allumer de l'ordre de 30%. Et ensuite, je vais vendre ça sur le marché, quoi. Donc, en fait, je ne suis pas maître de mon activité parce que je ne sais pas quand est-ce que je peux importer, je ne sais pas quelle quantité je peux importer. Les régulations changent assez rapidement dans tout ce qui est revente en l'état. Demain, ils peuvent décider que les stylos, on ne peut pas les importer, c'est bon, c'est interdit parce qu'il y a des producteurs. C'est ce qui s'était arrivé avec le chocolat à un moment. Du jour au lendemain, chocolat, interdit d'importation. La boutique Lindt, il y a une boutique à Didouchement là. Toujours. Ah, toujours. Ouais, Elle vend du chocolat Lindt ou pas? Je sais pas. Enfin, je pense que avant des produits chocolatiers, est-ce que c'est les tablettes? J'en sais rien. Elle avait fermé. À cette époque-là, le 2 jours après, elle avait fermé parce qu'il n'y avait plus de business, ils ne pouvaient rien apporter. Dans le secteur de l'électrique, par exemple, le grand Schneider. Ouais, que j'ai déjà vu quelques shops. T'en vois énormément. Qui faisaient un carton à une époque. Ils ont eu des quotas fin du monde. Ils leur ont donné des quotas complètement ridicules pour importer des interrupteurs, des machins. Et il y a un producteur local ici en Algérie. C'est toujours pour booster en fait la production locale. C'est en fait, on va mieux maîtriser nos réserves de change, ce qui est une super initiative pour ne pas toucher à notre souveraineté. Donc, on va identifier les produits qu'on a déjà, qui se fabriquent déjà en Algérie, et on va, après il y a du lobbying derrière, etc., et on va réduire les quantités de produits importés dans ce secteur-là, dans ce même secteur. Et donc, il y a des domaines qui sont très touchés. Il y a certains domaines qui sont touchés injustement. Ouais. Je pense, par exemple, à la pièce de rechange automobile, par exemple. Parfait. Tu vois, c'est ce que j'allais te dire ça. Si J'ai rien compris ça. Ouais, ça, je ne comprends pas. Pourquoi tu limites un produit que tu ne trouves pas localement? En fait, l'état d'esprit, c'est... Voilà, on n'est pas d'accord. C'est de dire, OK, vous savez ce qu'on fait? On interdit tout, d'accord? Et on voit ce qui se passe. Ah tiens, c'est comme l'époque de quoi? Ah oui, du Covid. On voit où est-ce que ça explose. L'époque du Covid, c'était quoi? Ok, plus le droit d'ouvrir, machin, vous fermez ça. Et puis en fait, on se rend compte au fur et à mesure du temps que, attends, les garages, ils sont tous fermés. Mais moi, j'ai un problème de je sais pas moi, de démarreur. Je fais comment? C'est le Covid, donc je ne peux pas utiliser ma voiture et tout. Et petit à petit, ils se sont mis à autoriser certains trucs. Donc les garages peuvent ouvrir, machin et tout. Là, c'est un peu pareil. On ferme toutes les vannes ou presque. Et puis, on voit ce qu'on peut se... Et oui, effectivement, ça, c'est un problème. Donc, il faut l'autoriser, ça, faut l'autoriser, etc. D'accord. Et c'est ce qui se passe, quoi. L'idée, en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, là, c'est d'essayer de pousser, d'inciter à la production locale. Ouais. Encore une fois, pour éviter de dépenser notre argent à acheter des choses qu'on peut fabriquer nous-mêmes et donc créer de l'emploi, créer des success stories, c'est tout bénéf pour le pays. Et donc d'ailleurs, tu vois, on limite le chocolat et aujourd'hui on a des produits en chocolat hyper qualitatifs qu'on a déjà cités. Donc ça c'est super. Mais tu as des produits qui ne se fabriquent pas du jour au lendemain. Comme la pièce de rechange. Qui nécessite un certain savoir-faire. En plus. Donc, il y a quand même, j'étais surpris de voir que, je crois à Sidi Bla Abbès, il y a un fabricant de, c'est quoi? C'est des, je sais plus, je crois que c'est des bougies d'allumage de voitures. Ça, c'est génial, ça. Bon, il faut que la qualité suive derrière, bien évidemment. Mais quand même, pourquoi est-ce qu'il s'est mis à fabriquer ça? Parce qu'il se dit, attends, il y a une tendance où l'importation, machin et tout, les gens consomment de la bougie dans leur voiture, donc c'est un créneau. Aujourd'hui, pareil, sur l'automobile, en fait, on demande aux fabricants, aux assembleurs automobiles ici, les Fiat, etc., d'arriver à un taux d'intégration de 40% au bout de, je ne sais plus, 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire du coup? Ils vont essayer de créer des sous-traitants locaux pour arriver à cet engagement-là, à ce niveau de taux d'intégration. C'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que, tu vois, l'État, parfois, tu vois, on a tendance comme ça à être très critique. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est de dire on va vous forcer à vous lancer. Ouais. On va vous créer des opportunités. On va vous forcer, en fait, on va créer une pénurie de produits. Vous allez tellement sentir le manque et le besoin qu'il y en a un qui va se dire
Bon, c'est ça. j'ai pas le choix. Je vais monter une boîte, tu vois, à contre, tu vois, malgré moi. Mais je vais monter parce qu'en fait, je vois une opportunité tellement importante, une demande tellement importante que forcément, si je lance, c'est sûr que ça va marcher. Et est-ce que c'est peut-être pas ça qu'ils ont un peu derrière la tête, se dire... Bon, vous ne comprenez pas, y a plus de produits, fabriquez-le. Tu vois, alors oui, les premiers ne seront pas de très bonne qualité, comme dans tout, comme dans l'alimentation, ainsi de suite. Et après, au fur et à mesure, on se dit, tiens, c'est magnifique, le produit est qualitatif. C'est de créer des grosses opportunités. Et de mettre un peu les gens un peu au pied du mur, en fait. Voilà, dire, écoute, moi je t'ai créé l'opportunité, tu as le marché qui est devant toi et tout, il y a tout ce qu'il faut. Tu n'as plus qu'à investir et produire. Donc en gros, travaille. Quoi. Je te donne du foncier, je te donne tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de pays où je pense que énormément de personnes se seraient lancées dans ce genre d'activité. Carrément. Tu vois, mais comme le problème, c'est que dans la logique ici, tu as ce leitmotiv de on ne nous aide pas, ou cela fait que ça prend du temps. Tu vois, parce qu'on est convaincu par ce discours-là. Tu vois. On s'auto-censure un peu. Il y a des pays je sais pas, tu étais en Turquie avant, je pense que l'industrie turque, elle est vachement développée. Ils vendent des drones aux Ukrainiens ou je sais pas quoi. C'est un niveau d'industrie qui est quand même... Tu sais qu'en Turquie, tu vas en... Moi, j'en ai fait ma propre expérience. Tu vas en Turquie, même si tu es résident, j'étais résident en ce moment, je n'étais pas touriste, tu vois, t'achètes n'importe quel truc, produit, et que tu laisses dans son emballage. Donc clairement, tu achètes un produit que tu ramènes, d'accord ? Il ouvre ton sac, tu payes une taxe. D'accord. Okay. Tu payes une taxe et il prend le produit, il va sur Internet. Moi, il me l'a fait. Ça, je te parle même pas. C'était vraiment ce que je l'avais compris. Enfin, on me l'a expliqué après, je l'ai vu après, mais je l'ai vécu. Tu vois. Et à la douane, ok, t'as ramené ça, très bien. Il va sur Internet. Ça coûte combien ça ? Il fait la recherche, il tape la référence. Trouve sur Internet, ok, c'est ça. Alors, j'ai plus le pourcentage exact de combien tu te prends en taxe, mais tu payes une taxe pour chacun des produits. Et j'avais importé plusieurs produits comme ça, pour je ne sais plus quelle raison, parce que je ne trouvais pas, je crois, localement, tu vois, un truc comme ça. Sinon, je ne me serais pas amusé à le faire. Et j'ai payé une taxe pour chacun des produits qui étaient dans leur carton, donc neuf, tu vois. Et tout ce qui est appareillage électronique, smartphone, ainsi de suite, c'est 2 fois plus cher en Turquie que n'importe où ailleurs. Parce qu'ils taxent comme ça les produits étrangers pour booster la production. En attendant qu'ils fabriquent. Voilà. Et c'est comme ça, c'est même sur des produits alimentaires, que ce soit 2 produits, un qui est importé, un qui est local, mais tu vas avoir une différence de fou. Et tu dis, peut-être c'est comme ça que la Turquie, en 20 ans, tu vois, ils ont explosé en termes de production et qu'ils ont pu exporter à fond. C'est un moment... Alors, pareil, il y a 10 ans et encore maintenant, les Turcs se plaignaient de ça. Se plaignaient, comment ça se fait, c'est pas normal, mais pourquoi on n'a pas tel produit, ceci et cela, et ainsi de suite, tout ce que tu veux, tu vois. Ouais, mais au final, ça a porté ses fruits. Ça a vachement développé. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, ça a porté énormément ses fruits. Donc probablement, l'Algérie, on arrivera à la même situation, j'espère. Donc clairement, sur l'idée importer, comme la personne qui dit « moi je veux importer un produit et partir à la revente ici », clairement, mauvaise idée pour toi. Ouais, je pense que faut pas miser sur ce genre de business. Déjà, la plupart des produits, ça sera interdit, il n'arrivera même pas à l'importer. Et s'il le fait, ça sera hyper fragile, parce qu'il n'est pas à l'abri qu'il y ait une coupure. C'est très risqué, en fait. Très risqué. Après, oui, il y a des importateurs de produits finis. Les ordinateurs Apple ou les ordinateurs en général, il y a bien une quantité qui est importée. Oui, il y a des produits. Mais on n'en voit pas pour autant des magasins, d'ailleurs Apple ou autres marques, machin et tout. Et d'ailleurs, ils sont affectés par... Il y a un distributeur Apple ici, un revendeur Apple officiel, mais il reste affecté par Sahab al-Kaaba, comme on dit, qui ramène des ordinateurs... dans des sacs de sport de Marseille ou je sais pas quoi, des trucs d'occasion, machin et tout. Pareil, il y a plein de réparateurs qui sont mis aussi. Donc, c'est un business qui reste compliqué parce qu'il y a une concurrence qui est un peu déloyale, quoi. Donc, c'est compliqué. Ouais, l'importation, faut... Mais il a quand même cette niche de personnes qui veulent acheter un produit Apple neuf, garanti, chez un distributeur officiel, pour qu'en cas de problème, etc., les sociétés, par exemple. Donc oui, il a mais quand tu n'es pas dans un produit comme ça où tu vas avoir l'agrément, ainsi de suite, ça reste quand même à déconseiller clairement de partir sur de l'importation.
autant produire avec toutes les facilités que offre aujourd'hui, parce que ce ne sera pas toujours le cas. Hein. Aujourd'hui, le gouvernement, je pense qu'il vaut mieux partir là-dessus quand vous m'en profitez. Carrément. Très bien. Alors, on pourrait avoir, là on touche un petit peu à sa fin sur cet épisode, mais on pourrait avoir une remarque très certainement. Ok, vous parlez donc d'idées de business, mais j'ai pas envie de monter un business en Algérie et plutôt envie d'être salarié. Moi, j'ai coutume de dire sur ma chaîne, dans un pays développé, part plutôt sur recherche un job, et un pays qui est en voie de développement, monte un business. Tu vois, parce que tu vas faire beaucoup plus d'opportunités à monter ton business, ainsi de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire justement. Toi, quel est ton avis pour celui qui peut plus avoir un job quoi, celui qui veut avoir un job, il y a deux voies, j'ai envie de dire. Il travaille pour une multinationale, d'accord. En tant qu'expat ou... Non, en tant qu'expat, je pense qu'un franco-algérien puisse avoir un statut d'expat ici, je pense que c'est faisable, mais c'est compliqué. Pourquoi ? En tout cas, ça serait intéressant. C'est compliqué parce que si je travaille pour une grosse boîte et que j'ai identifié un poste qui se libère sur le bureau d'Alger, d'accord. Oui, là, il y a possibilité d'arriver à convaincre en interne qu'on est la bonne personne. Par contre, ça se négocie en fait. Faut pas montrer qu'on veut absolument aller en Algérie et tout parce que ça marchera pas. J'en ai fait les frais il y a. C'est vrai. Intéressant. J'étais en Égypte à l'époque. Je travaillais en Égypte. D'accord. Et puis j'ai passé un entretien en France chez Schneider Electric pour un poste à Alger. D'accord, puisque j'avais rencontré quelqu'un en Égypte qui bossait pour eux et qui est un Français qui m'a dit tiens, il y a un poste à Alger, machin. Ça marche beaucoup comme ça d'ailleurs. Oui, énormément. Donc je passe un entretien à Rueil-Malmaison, c'était leur siège. Et au fait, on me dit oui, alors, le salaire, donc, on me parle pas de salaire déjà, ce qui est louche au fait. Et après, je commence à mettre le sujet sur la table très directement. Et on me dit oui, alors le salaire c'est tant de dinars, je sais plus combien, 60 000, 70 000 dinars, plus machin. Je comprends pas, on parle en dinars. Oui, c'est la monnaie là-bas. Oui, mais j'entends bien. Mais là, en fait, vous me voyez, pour un Algérien local, ou en fait un Français que vous envoyez en Algérie. Et c'était une personne qui travaillait avant, c'est une Algérienne en fait, la RH qui travaillait avant à Alger. Donc, en fait, ils m'ont vu comme la personne qui veut absolument travailler en Algérie. Donc, comme il est algérien, on va faire un truc local, etc. Donc, en fait, après, c'est de la négo. C'est de montrer qu'on n'est pas spécialement intéressé pour ce poste et tout, et arriver à convaincre. Donc, c'est compliqué. Après, en local, dans une multinationale, on peut avoir un salaire très décent. Hein. Ça peut, je sais pas, ça peut monter à 200, 300. Des fois, il y a des 400 000 dinars. Ah oui ? Ouais. Il y a des boîtes comme General Electric, par exemple, où je sais que certains commerciaux, qui sont des Algériens, sont très bien payés, quoi. C'est en général les commerciaux ou les gros postes de managers qui sont bien payés. Il faut avoir le profil. Avoir le profil, ça veut dire que, pour moi, ça passe par plusieurs choses, que la langue, machin. Si on connaît connaissance du marché, essentiel. Donc, en venant de France, quand on vient ici, voilà. Donc, voilà, on peut travailler pour une société multinationale. Il faut savoir se vendre, parce que moi, personnellement, je prendrais plus un Algérien expérimenté qui connaît le marché, plutôt que quelqu'un qui vient de l'étranger, machin et tout. Après, ça peut être une vision et se dire voilà, moi j'ai envie de vivre en Algérie et je considère que avec je sais pas 80 000, 100 000, je sais pas combien, un salaire local, 120, 130, 150 000 dinars, je peux vivre très bien. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je veux vivre. Donc, employé pour une société locale avec un salaire décent qui va me permettre de vivre, en fait. C'est un choix aussi, quoi. Après, ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est éventuellement commencer en tant qu'employé pour bien connaître l'environnement et tout, et avoir une rentrée d'argent et être sur le terrain, en fait. Et de préférence dans un secteur qu'on connaît, qui nous intéresse. Et après, plus tard, passer au statut d'entrepreneur. Mais faire ça vraiment pour, on va dire, les premiers mois ou la première année et s'installer, connaître un peu le marché et tout. C'est un peu sous forme de sacrifice pour celui qui aspire, en fait, à partir sur des niveaux de salaire, ou alors entreprendre, etc. Parce qu'il y a un truc qu'on ne dit pas forcément, c'est que ce n'est pas parce qu'on entreprend qu'on est riche. D'accord ?
Loin de là. Surtout au début. Exactement. Quand on entreprend, au début, on se paye pas. On n'a pas de salaire. Donc, il faut. T'es riche de problèmes. Voilà, exactement. À régler. Exactement. En fait, on dépense plus, je dirais même, on puise dans ses réserves plutôt que gagner de l'argent. Donc, si on parle uniquement d'argent, entrepreneur, ça reste quelque chose de risqué, quoi. De risqué, et c'est bien que tu le dises, c'est qu'il faut s'inscrire sur du long terme. Ah bah oui, ça c'est... Il faut s'inscrire sur du long terme. C'est-à-dire qu'il faut le faire avec une bonne stratégie, on en a parlé un petit peu, c'est-à-dire une préparation. Puis ensuite, j'ai une formation, j'ai un domaine de compétences, ça me plaît ce que je fais et je suis prêt à m'inscrire sur du long terme. Et je veux construire quelque chose. En fait. Et en dehors de ça, c'est des conseils assez basiques, mais pour moi, en dehors de ça, c'est presque voué à l'échec. Je suis d'accord. Aujourd'hui, Et puis si on vas t'épuiser pour l'argent, il ne faut pas entreprendre. En fait, hein. Si on entreprend pour être riche et tout, non, ça... Ça vient ensuite, ça vient avec parce que c'est un des effets, une des conséquences et tout. Mais si c'est un but, c'est pour moi surtout en Algérie. Hein. Attention, ce discours-là sur YouTube, tu sais, on leur tanne. Malheureusement, beaucoup d'enfants, beaucoup d'ados, machin, qui en font les frais, quoi. Et même d'adultes. Ça cartonne, hein, tu montres des voitures de luxe, machin, et tu dis que tu vas être millionnaire à la vidéo, t'exploses en vue. Hein. C'est quoi la phrase du entrepreneur là? Je sais plus. Je sais plus, le mec dans sa Ferrari là qui parle pas bien français. Mais c'est. Mais non, c'est donc là le discours là qu'on dit, c'est plus terre à terre. Et c'est aussi un choix. De toute façon, si tu veux te lancer et que tu veux faire quelque chose pour ton pays d'origine, c'est que tu es dans une démarche où tu es a priori, t'es pas là pour juste penser. À faire juste de l'argent, quoi. Bien sûr, mais il y a beaucoup de personnes aussi, moi, avec qui je communique, qui me contactent et tout, qui me disent, voilà, moi j'ai envie de m'installer en Algérie, mais il me faut une activité qui va me générer de l'argent. Et en fait, ça, c'est un peu différent du fait de se dire, tiens, je vais entreprendre, je pars sur un projet, quoi. Là, sa finalité, c'est de vivre et d'avoir une rentrée d'argent, et donc, comment je peux faire, quoi. Alors que normalement, ça doit être pris dans l'autre sens. Dans l'autre sens, tout à fait. J'ai envie de construire quelque chose, comme tu disais, en Algérie, et puis, éventuellement, plus tard, ça me permettra de vivre ou je revendrai. Parce que ce discours-là que tu viens de dire, c'est typiquement, justement, l'absence de stratégie. Il n'y a pas, tu vois, une préparation. Tu vois, je me forme, j'expérimente. Et c'est tout l'intérêt de l'Europe. Tu es en Europe, profite. C'est ça l'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est un centre de formation qui est super. On te forme bien en France. Tu peux appliquer, mettre en pratique cette formation, quel que soit le domaine et les idées qu'on a développées ici dans cet épisode, et ensuite l'apporter à ton pays. Toi, tu vas avoir une bonne situation à un moment confortable financièrement, et en plus de ça, tu vas développer ton pays. La motivation, ça doit être ça. Encore une fois, moi, quand je me lève le matin, je pense aux opératrices de ligne qui sont à l'usine, et je me dis, on se lève parce que faut leur payer leur salaire et faut pas qu'elles s'inquiètent à se dire tiens, attends, peut-être que la boîte demain et machin, et tu vois, quand il suffit d'un jour de retard de salaire, et puis elle commence à réfléchir, elle se dit attends, la boîte a peut-être des problèmes financiers, c'est peut-être tu vois. Et par contre, quand elle voit qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a beaucoup de machin et tout, ça les motive et tout, donc il faut c'est pour ces gens-là en fait, hein. Et puis c'est ça un peu quelque part le salaire, quoi. C'est la satisfaction de contribuer. De créer de l'emploi, de faire en sorte que des gens puissent acquérir de la dignité, quoi. Tu vois, parce qu'ils ont un travail, parce qu'elles ont leur salaire, parce que c'est des femmes qui sont maintenant indépendantes, pour certaines qui veuves, machin et tout. Donc c'est ça le vrai salaire. Et c'est ton pays, donc c'est tes compatriotes, quoi. Tu vois, c'est la famille, quoi. Tu vois, c'est grave. Donc c'est encore plus motivant que de créer de l'emploi au Cambodge, même si c'est des êtres humains aussi, etc. Mais c'est pas ma famille, quoi. Exactement. Tu vois, donc là, c'est encore plus motivant, quoi. Ta famille d'abord. Normal. Je pense que ça touche à sa fin. Est-ce que tu veux ajouter éventuellement quelques idées de business qu'on n'aurait pas abordées et qui te semblent intéressantes à évoquer?
Non, moi, il y a des secteurs un peu spécialisés, en fait, où il y a des opportunités parce que, justement, moi, j'ai ce manque-là de fournisseurs dans le secteur de la métallurgie. Ça peut être la fabrication de feuilles d'aluminium parce qu'il y a un énorme marché là-dessus. De savoir-faire aussi dans tout ce qui est injection aluminium ou injection en métallurgie en général. On n'a pas de compétences, enfin, on a de la compétence. Mais on n'arrive pas à tout lier, quoi. Entre la compétence, plus les machines, plus les bons opérateurs de machines, plus les gens qui vont savoir, les bureaux d'études qui vont concevoir les moules, etc. Et on a tout ça en Algérie, mais on n'a pas le liant de tout ça. Et qu'est-ce qui manque pour lier ça? C'est quelqu'un qui a l'expérience, en fait, numéro un, enfin, qui connaît toute la chaîne, qui maîtrise toute la chaîne et qui a aussi la volonté et les fonds de lancer ce type d'activité, quoi. Et après, derrière ça, il y a le secteur de l'automobile qui est lié à ça, parce qu'on est dans la métallurgie, quoi. Il y a énormément de choses à faire. Mais encore une fois, il faut être vraiment, je veux dire, faut avoir un vrai savoir-faire. Background. Et que ce soit un savoir-faire technique, mais aussi une expérience, comme tu disais, les réseaux, savoir qui sont les fournisseurs, qui sont les players et tout dans ce truc-là. Donc, c'est ça qui est vraiment primordial, quoi. D'accord. Très bien. Bah, écoute, sur ces belles paroles, on va terminer cet épisode. Merci beaucoup à toi encore une fois. Merci à toi, Faudil, pour l'invitation encore. Un grand plaisir. On refait ça. Voilà. Bah, moi, j'ajoute juste quelque chose. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est pas l'espèce de visibilité et tout. C'est vraiment d'essayer de donner un feedback du terrain et que les personnes qui sont motivées pour entreprendre ou pour venir travailler en Algérie, parce que, sans faire de jeu de mots, en France, là, ça va barder, là. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui sont motivées pour venir ici. Et mon objectif, c'est vraiment de partager ce que je vis dans le terrain et ce que je vois dans le terrain. Et une expérience réelle. Voilà, réelle, de 7 ans. Et démolir un peu les clichés, la négativité. La négativité, les préjugés qu'on peut avoir sur la vie en Algérie. L'administratif, c'est lourd, machin. Non, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Là, on vous donne du concret. Voilà. Et c'est bien que tu le rappelles, parce que l'Algérie est en pleine hype. L'Algérie fait parler, fait rêver. C'est vrai que parce qu'on parle un peu parfois d'un extrême à un autre, c'est comme ça, malheureusement, les émotions font soit c'est tout noir, soit c'est tout rose. Et donc, ça peut attirer parfois un peu entre guillemets, des vendeurs de rêves qui peuvent t'expliquer avec très peu d'expérience concrète. Personnellement, j'estime que de ne pas avoir la légitimité, si tu veux, d'expérience concrète en Algérie, donc c'est tout l'intérêt de ces interviews-là. Et je trouve que c'est très intéressant, parce que là, on a, avec toi, tu vois, une expérience très réelle, concrète, du terrain. Et il n'y a pas mieux, quoi. Impeccable, si je peux partager ça, en tout cas. Avec grand plaisir, on refait ça. Merci, Faudil. Merci, Miloud.